Moi, président de la République, je vous demande de vous arrêter. Comme toujours, le rendez-vous qui tente de lire entre les lignes de l'info, parce que vous le savez évidemment, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Émission spéciale aujourd'hui, spéciale sur l'après 13 novembre. Voici le sommaire. Comment François Hollande s'est-il paré peu à peu du costume de chef de guerre? Les Français ont salué sa réaction. Vous verrez comment il a pu combiner fermeté et émotion avec notamment quelques images savamment distillées par l'Élysée. Et puis, de l'autre côté, comment l'État islamique a-t-il adopté les codes de la communication moderne, la sauvagerie moyenâgeuse revisitée avec les techniques du XXIe siècle. Nos invités autour de ces thèmes, d'abord Mathieu Slama, spécialiste de la communication de crise. Bonsoir, également grand connaisseur des procédés médiatiques de l'État islamique. Également Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes président du cabinet MCBG Conseil. Et puis Nicolas Boudot du cabinet Tilder. Bonsoir Nicolas. Alors, comme toujours, qui commence chaque fois par une image forte. Et la première image que nous vous montrons ce soir, c'est celle du 13 novembre au Bataclan, le président protégé par son service de sécurité, toute arme dehors. Il faut dire, et on l'a su après, que l'un des djihadistes était vraisemblablement revenu sur les lieux à ce moment-là. Comment François Hollande a-t-il géré cette phase en termes de communication? Il a une certaine expérience, hélas, de ce genre de circonstances et il va prendre la parole le soir même aux alentours de minuit et demi. Écoutez. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Alors, on peut essayer peut-être d'imaginer ce qui a convaincu les Français, puisque manifestement, c'est ce que disent les sondages. En tout cas, ils l'ont trouvé dans le bon registre. Mathieu Slama, on sent, le président, il est ici à la fois dans un double positionnement entre la fermeté, mais aussi l'émotion. La voix chevrotte. Alors absolument, je pense qu'il y a deux choses à dire sur cette intervention. La première chose, c'est qu'on a senti vraiment l'émotion dans la voix de François Hollande. Donc ça, c'est une première chose, mais il y a été beaucoup dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y a une deuxième chose qui est assez intéressante, et peut-être qu'on va revenir là-dessus plus tard, c'est de faire la comparaison entre cette intervention et celle qui a eu lieu après les attentats de Charlie Hebdo. Et j'ai juste avec moi, juste pour vous donner une idée de la différence dans la tonalité parce que c'est aussi la communication, c'est aussi des mots, n'est-ce pas? Donc, pour Charlie Hebdo, le discours, c'était nous devons répondre à la hauteur du crime qui nous frappe, d'abord en recherchant les auteurs de cette infamie, oui, et faire en sorte qu'ils puissent être arrêtés, puis ensuite jugés et punis très sévèrement. Tout sera fait pour les appréhender. Donc c'est des mots extrêmement faibles au regard de l'importance de ce qui était passé, du choc que c'était, de la violence de l'événement. Et maintenant, juste pour comparer ce qu'il a dit, on l'a vu, la France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Donc là, on change complètement de sémantique. Là, on est dans un discours de guerre, on y reviendra là-dessus également. Et c'est un discours qui me fait penser, moi, si vous voulez, au discours qu'avait tenu Barack Obama quand il y avait eu des otages américains égorgés par Daesh il y a plus d'1 an. Il avait dit les États-Unis seront relentless en anglais, donc impitoyables aussi. Et bon, alors ça nous fait penser aussi, mais dans un registre encore plus violent, évidemment, ce qu'avait dit Vladimir Poutine. On ira chercher les terroristes jusque dans les chiottes. C'était ce qu'il avait dit. Donc là, on a un discours beaucoup plus agressif, viril, si vous me permettez l'expression, mais qui change radicalement la tonalité du discours qui était celui après les premiers attentats. C'est intéressant de faire cette comparaison, justement. Différence sur le discours par rapport à Charlie. En revanche, sur sa réaction immédiate, eh bien, il y a une unité, puisqu'il s'est rendu là aussi sur place très vite, comme il l'avait fait pour Charlie. Il s'est rendu au Bataclan, alors que sa sécurité à ce moment-là n'était pas garantie, que son entourage lui disait plutôt de s'abstenir. Philippe Moreau-Chevrolet, il faut dans ces cas-là être sur place, occuper le terrain tout de suite? Pour Charlie Hebdo, la différence, c'est qu'il n'y avait pas de caméra. Là, il y a les caméras, la presse est présente. Donc, on est vraiment dans un moment d'émotion collective qui est filmé, qui est partagé avec les téléspectateurs. C'est important d'être là, oui. Ça peut être à double tranchant. Si le déplacement est trop rapide, on peut accuser le politique de vouloir récupérer l'événement. En l'occurrence, c'est le chef de l'État. On est dans un moment historique, donc c'est normal qu'il y aille. C'est bien d'y être, oui, parce que c'est au diapason de la communication actuelle. Il faut savoir qu'au début de son quinquennat, François Hollande ne maîtrisait pas du tout les codes de l'information en continu. Aujourd'hui, il les maîtrise, donc il va sur BFM, sur les chaînes d'info en continu, sur LCI, intervenir tout de suite
au moment où l'événement s'est produit. Il n'est pas nécessairement très rassurant à ce moment-là, François Hollande, parce qu'il nous dit, il y a une phrase que vous n'avez pas montrée, mais qui dit on a peur et on a raison d'avoir peur. La voix chevrotte, effectivement, c'est pas rassurant, c'est même assez anxiogène, mais il est dans le moment, il est dans l'émotion du moment, on va dire. Et après, effectivement, il dégaine un discours guerrier. Avant, le discours après Charlie, c'était un discours policier. Là, on est dans un discours de guerre. Et on voit apparaître des images qui sont des images qu'on attend en Israël, par exemple, d'un chef de l'État entouré de gens avec des fusils mitrailleurs, avec des armes lourdes. C'est assez spectaculaire comme changement d'image chez François Hollande et ça s'est accompli en quelques mois, finalement. Le parallèle avec Israël est très vrai, effectivement, avec ces gardes du corps, non pas mis en avant, mais en tout cas très présents sur la photo. Nicolas Boudot, vous êtes d'accord avec le fait que les chaînes info ont changé le rapport au tempo de l'actualité et que donc il faut aller le plus vite possible et que tout flottement sera ensuite interprété de façon complètement disproportionnée? Et complètement. Et là, même au-delà des chaînes info, les chaînes plus classiques ont stoppé leur antenne pour faire des émissions spéciales, tant le traumatisme était grand, tant l'information était importante et tant l'émotion était palpable. Le président de la République ne pouvait pas être ailleurs. Et c'est en effet un changement extrêmement important dans la communication du fait des chaînes d'information en continu, mais également des réseaux sociaux, où la rareté qui faisait peut-être parfois le bénéfice ou les aspects positifs de la communication présidentielle, je pense à Mitterrand, je pense à Chirac, ne sont absolument plus de mise aujourd'hui. Nous sommes dans l'immédiateté, dans l'émotion et dans la participation à l'émotion. C'eût été une grande faute politique si le président de la République ne s'était pas déplacé et n'avait pas tenu un discours sur le registre émotionnel, puis sur le registre guerrier. Il faut savoir que la communication est permanente aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme le dit Nicolas, il faut être en permanence en communication. La difficulté, c'est d'être en permanence bon. Voilà. Avant, on pouvait être bon à certains moments rares, mais aujourd'hui, il faut être en permanence. On est dans ce qu'on appelle la communication de la performance. Voilà. Mathieu Slama. Juste, oui, sur le déplacement, il me semble quand même que pour Charlie Hebdo, juste pour préciser, il s'était aussi déplacé. Oui, tout de suite, mais il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de médias. Les caméras étaient plus lointaines, etc. Mais il s'était quand même déplacé, etc. Et les deux événements, par leur gravité, impliquent évidemment la présence du président de la République. Alors ensuite, il y a eu une sorte de storytelling de l'Élysée avec des photos. On va apercevoir le président de la République dans le PC sécurité du Stade de France, où il se trouve au moment du déclenchement des attentats. On le voit ici avec les officiels de sécurité. Et puis ensuite, la photo un peu marquante, celle qui va rester et qui a été aussi largement diffusée par l'Élysée. On le voit au téléphone avec l'horloge au-dessus, il est 21h36. Là, on voit bien, Mathieu Slama, le message envoyé, c'est moi qui prends les commandes, c'est moi qui donne les ordres. Oui, absolument. Clairement, on a vu que celui qui était en charge, c'était le président de la République. Ce qui est intéressant, il faut montrer qu'il est présent aussi physiquement, qu'il n'est pas parti. Oui. Et ce qui est intéressant quand même dans la gestion du duo président-Premier ministre, peut-être que j'anticipe un petit peu, mais c'est que donc, le président de la République était là, on le voyait sur les photos, en gestion de crise, constamment en direct, etc. Il faisait les grands discours solennel, régalien entre guillemets devant les caméras, et puis après c'est le Premier ministre qui va dans les émissions de télévision, de débat, etc. pour entre guillemets faire le service après-vente, si je peux m'exprimer ainsi évidemment. Ouais. Mais voilà, donc je trouve qu'il y a un bon fonctionnement du duo, pour le coup, président-Premier ministre, dans un événement qui demande la mobilisation des deux, si vous voulez. Pour le coup, c'est parfaitement légitime que les deux soient mobilisés, et ils ont trouvé, je trouve, un bon compromis dans la gestion de cette crise. Et on les voit parfois aussi tous les deux sur ces photos distillées par le gouvernement, avec également Bernard Cazeneuve. On va voir des photos ici au ministère de l'Intérieur, où ils sont tous en séance de travail. Et ces photos, elles nous ont rappelé quelque chose, une photo américaine. On est au moment de l'assaut contre Oussama Ben Laden, et on voit ici Philippe Moreau-Chevrolet, on est dans la même sorte de communication, c'est-à-dire qu'on nous donne l'impression qu'on est avec eux. La communication de l'urgence, c'est une communication que l'Élysée a déjà faite. Ils ont déjà montré François Hollande lors de Charlie, lors des événements de Charlie, dans son bureau en train de prendre des décisions avec son staff. Il y a une volonté d'humaniser un peu le côté décideur de François Hollande, de le montrer en action et de casser un petit peu l'image et de la moderniser aussi. Donc ça, c'est plutôt très bien fait. Il s'améliore beaucoup au niveau de l'Élysée à ce niveau-là. Le seul souci, c'est que c'est pas encore tout à fait fluide. Il n'y a pas encore une mise en scène comme c'est le cas avec la Maison-Blanche, où il y a un photographe qui est très très bon, qui s'appelle Pete Souza,
qui a fait ce week-end une très belle photo de Hollande et Obama enlacés. Enfin, voilà. On n'a pas encore ce sens de l'image, mais ça commence. Voilà. On est une vieille dame. La République est une vieille dame. Par rapport aux réseaux sociaux, Nicolas Boudot, on voit bien aussi ici, on donne l'impression de montrer un peu la coulisse des choses, ce qui est vraiment le paradigme des réseaux sociaux. Ce qui est la volonté absolue des réseaux sociaux, c'est de justement voir ce que normalement personne ne doit voir ou ne doit même percevoir. C'est l'aboutissement absolu de la politique de transparence voulue par certains. Fondamentalement, sans trahir de secret, je pense que tout se décide pas forcément dans les endroits qui nous sont montrés. Et en tout cas, si nous avons l'image, il nous manque le son. Et c'est dans ces cas-là le son qui est le plus important. Alors après la phase émotionnelle est venu le temps institutionnel avec le Congrès, Versailles. Et là, c'est vraiment le symbole de la pompe républicaine. Et même au-delà, puisqu'on est justement, Mathieu Slama, à Versailles, qui est un lieu symbole plutôt de la monarchie. Mais on voit ici, c'est l'histoire de France avec un grand H qui parle et qui avance, quoi. Oui, première chose déjà, la décision de réunir le Congrès, c'est François Hollande qui l'a prise. Donc on a vu que tout de suite, il a compris le caractère historique de ce qui se passait. Et immédiatement, dans ses discours, il a dit qu'il allait réunir le Congrès. Non, ce qu'on peut retenir de ce discours, c'est encore une fois le discours extrêmement guerrier. Il a répété, je crois, le terme impitoyable. Un discours donc extrêmement à la fois ferme, agressif, et en même temps en parlant aussi d'union nationale. Donc il a réussi à jongler avec ces différentes émotions qui n'étaient pas forcément évidentes. Mais je reviens vraiment sur ce point, qui est un revirement très important dans le discours, qui est, pour la première fois, en tout cas pour ce gouvernement de gauche, il y a un discours qui fait appel à ce qu'on pourrait appeler la souveraineté nationale. C'est-à-dire, on a les moyens de frapper à l'extérieur, on va fermer les frontières. C'est quand même un truc incroyable. On a entendu un gouvernement de gauche socialiste, donc de tradition universaliste, nous dire que les frontières seraient fermées. C'est une des premières choses qu'a dit François Hollande. Et même sur la question migratoire, un revirement total. Donc là-dessus, c'est quand même une révolution. On va voir ce qui va se passer dans la durée, évidemment. Est-ce que c'est juste sur le moment et puis ensuite le discours va évoluer? Mais ça, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire, en tout cas pour un gouvernement socialiste. Et il y a un mot que vous avez prononcé qui a été martelé depuis le 13 novembre, c'est ce mot-là, écoutez. C'est un acte de guerre. Nous sommes en guerre, oui, en guerre. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste. Aujourd'hui, c'est Daesh qui nous fait la guerre. Ces actions nous confirment une fois encore que nous sommes dans la guerre. Alors Philippe Moreau-Chevrolet, pourquoi ce choix aussi martial ? D'abord parce qu'il a besoin de monter en puissance par rapport à ce qui s'était passé après Charlie, pour éviter... On a besoin de passer au cran du dessus. Oui, parce que d'abord, il est vulnérable. C'est-à-dire qu'on pourrait lui reprocher qu'il se produise pour une deuxième fois des événements aussi tragiques. Donc il a besoin de monter en puissance pour montrer qu'il a pris conscience qu'il y avait un problème et qu'il était en train de le résoudre. Ensuite, il a besoin de monter en puissance parce que politiquement, c'est un moment important pour lui. C'est un moment historique aussi pour François Hollande. C'est-à-dire qu'il réunit le Congrès aussi pour se doter d'une nouvelle majorité, quelque part, symboliquement, pour se ressourcer. Il a 900 parlementaires qui l'applaudissent debout. C'est un moment qui, pour François Hollande, est fort, est inespéré, quelque part. Et qui chante ensuite la Marseillaise tous ensemble. Il chante la Marseillaise. Et il cherche une majorité de rechange. Et ce que dit le camarade ici est très vrai, c'est-à-dire qu'il va sortir complètement des terres socialistes. Et il va passer d'une attitude qui était « le Front National est mon ennemi, je me structure en ennemi par rapport au Front National, c'est ça qui va déterminer mon identité, et en 2017, vous allez me choisir plutôt que Marine Le Pen, ça va être ça l'hypothèse », à une attitude où il embrasse tout le monde, y compris le Front National, dont il reprend des mesures à la tribune. La garde nationale des réservistes, c'est une proposition qui est écrite en toutes lettres dans le programme de Marine Le Pen en 2012. Ça, c'est extraordinairement nouveau. Et en parlant du Front National, Nicolas Boudot, il y a aussi cet épisode de la réappropriation de tous les symboles nationaux, la Marseillaise, les drapeaux, etc. Ah oui, je crois que les discours de François Hollande depuis le 13 novembre au soir jusqu'à aujourd'hui sont le dernier clou sur le cercueil de mai 68 et le dernier clou sur les idées de la gauche précédente. C'est assez hallucinant d'imaginer, et c'est aussi un peu inquiétant pour sa majorité, c'est hallucinant de reprendre les symboles nationaux. Le drapeau français, jusqu'au 13 novembre à 21h, c'était un symbole repris par l'extrême droite depuis 1968. La Marseillaise, on ne l'entendait pas tellement dans les meetings du Parti Socialiste, on entendait plutôt l'Internationale. Un sang impur abreuve nos sillons, c'est vrai que bon...
Oui, le sang impur, c'est le sang de ceux qui ne sont pas nobles. Donc on pourrait discuter cette phrase, mais ce n'est pas le sujet. Mais surtout, François Hollande reprend les idées de ses adversaires politiques. C'est-à-dire, sous-entendu, la gauche, le PS, le gouvernement n'avaient pas forcément les idées nécessaires et suffisantes pour répondre à ce niveau d'attaque terroriste. Et le danger politique pour François Hollande, il est tout entier ici. Alors, on parle évidemment beaucoup de François Hollande, mais il n'a pas été la seule figure à émerger lors de cet épisode. Ce qui est intéressant, Mathieu Slama, c'est aussi certains visages qui sont apparus. Et c'est un peu le triomphe du moment de la sobriété. Je pense par exemple au procureur de Paris, François Molins. Quand on le voit émacié comme ça, il s'exprime de façon très sobre, on est dans une ambiance un petit peu crépusculaire. On est dans ce temps-là aussi, on est dans l'anti-esbrouf après le 13 novembre. Évidemment, il y a le politique d'un côté, et puis il y a entre guillemets, les gens qui font le boulot derrière et qui sont très mis en avant. Voilà, absolument. Moi, je pense qu'il y a des figures qui ont émergé. Je pense aussi au juge Trévidic qui a été une des figures très importantes aussi, parce qu'il a dévoilé la gravité de la situation. Et je pense qu'un des enjeux, et là où peut-être que je modérerai un petit peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que d'une part, on voit bien qu'il y a quand même un sentiment dans la population française de se dire on n'a pas retenu les leçons de Charlie Hebdo, premièrement. Deuxièmement, cette révolution, en effet, là on est complètement d'accord, du gouvernement socialiste qui fait appel à la souveraineté nationale, etc. Combien de temps ça va durer ? Bon, quand même, c'est tellement éloigné de sa matrice que je ne suis pas sûr que ça va durer très longtemps. Et puis troisièmement, et là c'est un point de vue plus personnel, on peut aussi être content de voir que un certain sens du patriotisme et de la souveraineté revient un petit peu sur la table. Je ne pense pas qu'on peut réduire le drapeau français, même si c'est peut-être certains 68ards le font, mais on peut quand même dire que ce retour du drapeau français n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais pour répondre à votre question, c'est clair qu'il y a eu plusieurs personnalités qui ont émergé. Et pas que des personnalités, des corps aussi, si l'on peut dire. La police, par exemple, sa popularité après Charlie, là, c'est à nouveau pareil. C'est devenu pratiquement impossible de critiquer la police. Bernard Cazeneuve a une popularité qui est très forte aujourd'hui, qu'il fait pratiquement rien en termes de communication et qu'il est alors pas du tout charismatique. Le patron de la BRI, qui était installé à votre place il y a quelques jours sur ce plateau, nous a reproché à nous, médias, de parler un petit peu trop des djihadistes et de les montrer trop, de montrer les images de propagande. Et il dit, vous êtes en train d'en faire des martyrs. Il a raison en termes de com' quand il dit ça ou pas ? Il a raison et il a tort. Il a raison parce que la propagande de Daesh repose en partie sur l'héroïsation de ces figures-là et que c'est une héroïsation qui se fait sur la base de crimes abominables et que c'est vrai que de les montrer en boucle à la télé, ça renforce ce côté de martyr. C'est vrai que ça va être récupéré, ça sert la propagande de Daesh, pour parler clairement. D'un autre côté, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir qui ils sont, on a besoin de savoir d'où ils viennent et collectivement on a besoin d'y réfléchir. Il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Roy qui a parlé de l'itinéraire personnel de ces jeunes et qui essaie de comprendre et qui dit finalement il n'y a peut-être pas de différence entre cet itinéraire-là et l'itinéraire des terroristes des années 70. C'est peut-être faux comme analyse, mais ce type d'analyse, on en a besoin. Et la com de Daesh, elle est en tout cas parfaitement rodée. Nicolas Boudot, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des vidéos, mais il y a aussi une revue qu'on a un petit peu découvert, Dabiq, le magazine de l'État islamique. Alors, ils ont inventé un slogan pour justifier les attaques. Ils ont inventé le slogan « La terreur juste », on dirait presque, « Just Terror », voilà, on dirait presque un slogan de campagne. Oui, voilà. Pour paraphraser un candidat à l'élection présidentielle en 2007, la terreur juste, c'est juste de la terreur. Oui, en effet, on voit que les membres de l'État islamiste ou leurs représentants utilisent tous les codes de la communication, quels qu'ils soient, et qui sont extrêmement bien organisés en communication pour tenter de recruter et puis surtout d'imposer l'image de la terreur. Fondamentalement, en étant provocateur quelques secondes, le terrorisme, c'est une immense et tragique et immonde, mais action de communication à l'échelle mondiale. Et l'État islamique a parfaitement compris, saisi tous les codes de la communication, frappe n'importe quand, n'importe où, au hasard, de manière complètement inattendue, pour choquer l'opinion. Et pour rebondir sur ce qu'on disait précédemment, ça met en émoi l'ensemble des médias du monde entier et donne un sentiment de peur immédiate à tous les habitants des alentours. Il y a ces fameuses vidéos, Mathieu Slama, atroces, dont on avait parlé déjà avant les attentats, des exécutions barbares qui sont réalisées avec plusieurs caméras. C'est hollywoodien pratiquement la réalisation, il y a des effets spéciaux. Oui, alors en effet, la propagande de l'État islamique est extrêmement sophistiquée. Juste un petit point sur ce magazine. Oui, donc l'État islamique diffuse des magazines depuis plus d'1 an sur Internet, dans différentes langues. Il y a un magazine anglophone, donc Dabiq, celui dont vous parlez. Il y a aussi un magazine en français, Dar al-Islam, qui est diffusé depuis un certain temps maintenant.
Sur la terreur juste, il faut savoir que il y a deux choses. Il y a une première chose, c'est on sait que les médias, ils savent très bien que les médias occidentaux vont en faire les choux gras, vont en parler énormément, etc. Et puis deuxièmement, il faut quand même comprendre, et là il faut se mettre un petit peu dans la peau du côté des propagandistes, c'est que pour les djihadistes, les attentats, c'était des représailles. C'était des représailles aux frappes françaises en Syrie, si vous voulez. Et donc, pour l'État islamique, ces attentats sont un acte de propagande en tant que tel, une énorme victoire, et c'est en quelque sorte le 11 septembre. Et donc, pour revenir à votre question sur les vidéos, donc leurs vidéos, il faut savoir qu'ils ont des vidéos donc, de propagande atroce, comme vous dites, d'exécution, mais ils ont aussi des vidéos de propagande qui montrent l'agriculture, comment marche l'agriculture au sein de l'État islamique, comment marche la médecine. Ils ont une vidéo sur les hôpitaux, par exemple à Raqqa. Donc c'est tout un tas de vidéos, si vous voulez, très très bien montées. Comme vous disiez, c'est même impressionnant. Clairement, il y a énormément de boulot derrière. Il y a des départements médias au sein de l'État islamique. C'est destiné à plein de publics différents, etc. Et cette maîtrise-là explique en grande partie, en effet, le succès de l'État islamique qui se veut en tant qu'État. C'est un État. Hein. Donc il faut qu'ils montrent aussi qu'ils sont un État, qu'ils ont tout ce qui caractérise un État. Ce qui n'est pas loin d'être le cas d'ailleurs aujourd'hui. Alors en face, Philippe Moreau-Chevrolet, on sait que évidemment la France essaie de réagir avec d'autres vidéos aussi pour essayer d'empêcher les jeunes de basculer vers la radicalisation. Est-ce que, on va les voir hein, ces vidéos, est-ce qu'elles peuvent avoir la moindre portée? Comment faire pour contrer ce discours de com'? Est-ce que ça suffit, là, les clips qu'on voit, notamment les parents de jeunes qui sont partis en Syrie, on voit ici Véronique Roy, la mère d'un qu'on avait reçu également ici. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Ça peut marcher, oui, parce que au moins, c'est des vidéos qui s'adressent au registre émotionnel. Cette vidéo-là, en particulier, elle est plus destinée à la limite aux parents, essayer de créer une communauté de parents, essayer de leur donner de l'assistance qu'aux futurs djihadistes, c'est sûr. Ce qui s'adresse aux futurs djihadistes, c'est ce qu'a fait le SIG, le service d'information du gouvernement, en reprenant une partie du travail de Daesh, c'est-à-dire les codes du jeu vidéo, des musiques, des tonalités assez sombres, des vues subjectives, et en essayant d'avoir cette musique, cette force, cette cadence qu'ont les vidéos de Daesh pour la propagande. On peut répondre avec les mêmes armes parce que la cible des 18-25, pour parler vite, qui est un peu la cible de Daesh, on peut aussi l'adresser nous, les démocraties. On est bon en communication aussi. Il faut se battre. Voilà. C'était comme toujours. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Tout de suite, d'autres infos sur la chaîne Info.